Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter du sujet 2024 de mathématiques pour le concours d'inspecteur des finances publiques. Dans la première partie de la vidéo, nous allons regarder le sujet et voir ce qu'il avait d'original ou de similaire à ceux des années passées. Et dans une deuxième partie, nous allons corriger ensemble l'exercice 2, exercice qui traitait de géométrie. Donc pour cette épreuve qui dure toujours 3 heures, épreuve de l'année 2024 qui est donc tombée en novembre 2023, on avait comme les 2 dernières années, ce qui confirme la tendance, uniquement 4 exercices au lieu de 5 pour les années qui précédaient. On avait tout d'abord un premier exercice avec des séries de fonctions qui utilisent à la fois des notions de série et puis certaines d'analyse. Un deuxième exercice, comme les 2 années passées, de géométrie, l'exercice numéro 2, ce qui montre une certaine tendance, en tout cas sur les 3 dernières années, à ce qui est des exercices de géométrie qui peuvent être faits quasiment uniquement avec des connaissances de lycée sur les théorèmes fondamentaux, avec parfois des questions un petit peu plus difficiles, mais pas de points de cours spécifiquement de licence. Un troisième exercice était un exercice d'arithmétique, porté notamment sur des applications dans Z sur NZ. Et puis enfin, un dernier exercice qui portait sur de l'algèbre avec des matrices. On peut donc voir que ce sujet, finalement, était très similaire à celui de 2022. Celui de 2022 avait également 4 exercices, un qui portait sur les séries, un de géométrie, un sur les matrices et un d'arithmétique. Dans le rapport de jury pour l'année passée, le jury a dit que les bonnes copies se démarquaient notamment par de bonnes démonstrations, là où les copies de niveau plus faible pouvaient parfois enchaîner des assertions sans démonstration, parfois fausses. Dans ce sujet, si on le regarde de plus près, l'exercice 1 demandait d'être à l'aise sur les théorèmes de séries de fonctions. Pour pouvoir parler de continuité, de dérivabilité, il fallait connaître également les développements limités des fonctions usuelles. Et avec tout ça, c'était un exercice qui était vraiment faisable. L'exercice numéro 2 paraît assez court, mais finalement est peut-être un petit peu plus long, puisque finalement on a à l'intérieur de cet exercice presque 3 petits exercices. Un premier qui concerne un triangle équilatéral dont on parlera tout à l'heure. Une deuxième partie de l'exercice où on nous donne 3 points et puis il faut donner les équations cartésiennes des hauteurs. Ça c'est plutôt simple. Et puis enfin, une troisième question qui était peut-être une des questions ou la question la plus difficile du sujet, la question 3, qui ici paraît un peu plus ouverte et nous demande de trouver tous les cercles passant par tel point et qui ont 2 tangentes perpendiculaires qui se coupent en l'origine du repère. Et cette question-là était peut-être la question la plus difficile du sujet. On peut tout à fait y répondre uniquement avec des théorèmes, comme je l'ai dit, du lycée, mais il faut vraiment trouver dans ces cercles les particularités, notamment les angles droits, qui nous permettront de traiter cette question efficacement. Un exercice numéro 3 d'arithmétique, où on nous demande de rappeler le théorème de Bézout, et où il va falloir également connaître les définitions concernant les anneaux et concernant n sur nz. Si on est à l'aise avec ces définitions, c'est un exercice qui était plutôt simple, avec une difficulté qui était sur la question 5. Sur la question 5, il fallait être un petit peu à l'aise avec les modulos pour pouvoir s'en sortir. On a quand même une indication de l'énoncé qui peut
nous permettre d'y penser. Un exercice qui est intéressant. On ne le corrigera pas aujourd'hui, mais il y a l'ISP, nous donnons une correction détaillée de cet exercice. Et l'exercice 4, lui, est un exercice d'algèbre sur les matrices qui fait aussi apparaître les polynômes et les polynômes de matrices. Ici, un exercice assez classique. Pour bien le réussir, il ne faut pas faire d'erreur au fur et à mesure des calculs, puisque malheureusement, contrairement à l'exercice de géométrie qui comprenait 3 sous-exercices assez différents, cet exercice 4 a des questions très interdépendantes. Si on se trompe sur la question 3, ça va se reporter sur la question 4a, sur la question 4b, etc. Il fallait notamment trouver des matrices de passage, faire une diagonalisation, et puis on faisait les puissances de matrices à l'aide notamment de la diagonalisation. Donc un sujet plutôt classique, notamment par son exercice 4, un exercice 3 qui demande d'être bien à l'aise sur les théorèmes fondamentaux, sur les anneaux, sur l'arithmétique. Un exercice 2 de géométrie plutôt classique, avec une question 3 qui est quand même très ouverte, qui était peut-être à traiter plutôt dans la fin des 3 heures, puisque c'est le genre de question où si on s'y prend bien, ça peut aller assez vite. Et si on a oublié de repérer une particularité, une symétrie du problème, on peut passer beaucoup de temps dessus. Donc je conseillerais de traiter ces questions un peu ouvertes plutôt en fin de sujet. Et puis un exercice numéro 1 sur les séries de fonctions, plutôt classique et qui cache quand même une intégrale, puisqu'on peut avoir l'impression qu'il n'y avait pas d'intégrale dans ce sujet, alors qu'il y a souvent des calculs un peu difficiles dans ces sujets pour devenir inspecteur des finances publiques sur les intégrales, et c'est caché dans la question 3b. Voilà pour la présentation du sujet, qui est donc un sujet très classique, uniquement en 4 exercices, ce qui est la tendance des 3 derniers sujets, avec de plus en plus de géométrie par rapport aux années passées, et toujours de l'algèbre qui tombe beaucoup, de l'arithmétique qui tombe aussi assez régulièrement, et puis de l'analyse, comme à chaque fois. Nous allons maintenant corriger ensemble l'exercice 2. Donc l'exercice 2, l'énoncé rappelait en début d'exercice que les 3 questions 1, 2 et 3, qui étaient subdivisées elles-mêmes, étaient indépendantes. Donc en fait, comme si on avait 3 petits sous-exercices. Premier exercice, on considère le triangle équilatéral ABC de longueur A et un point M situé à l'intérieur de ce triangle. On pose S qui est égal à la distance de ce point M à l'intérieur du triangle avec le côté AB, plus la distance de ce point M avec le côté AC, plus la distance de ce point M avec le côté BC. Première question. Démontrer que S est égal à A fois racine de 3 sur 2. On le comprend tout de suite, on peut anticiper la question suivante. Cette somme ne dépend pas de la position de M. Cette somme dépend uniquement de A, le côté du triangle équilatéral. Dans ce genre d'exercice, évidemment, l'astuce, ce qui va pouvoir vous aider, c'est de faire des dessins. Ces dessins doivent être clairs, vous devez les faire en grand sur votre feuille pour pas que ce soit illisible et bien repérer les angles droits, etc. Et c'est ces dessins qui vont vous permettre de bien comprendre ce qui se passe. Donc, pour commencer, on dessine notre triangle équilatéral ABC de côté A. Et puis, on va placer à l'intérieur de ce triangle un point M pour essayer d'avoir quelque chose qui puisse être assez général. On ne va pas prendre l'orthocentre du triangle. On va prendre un point véritablement sur le côté et pas au centre de la figure. Par exemple, un point M qui se situerait ici. On avait la définition de S qui était la somme
des 3 distances de M à chacune des arêtes. Donc, pour trouver cette distance, évidemment, on va faire chacune des hauteurs du triangle AMB, du triangle AMC, du triangle CMB. Voici ces hauteurs, donc on peut appeler les points d'intersection entre ces hauteurs avec à chaque fois l'arête M1, M2 et respectivement M3. Et donc, on aura ici, si on nomme la longueur de chacun de ces côtés, H1, H2 et H3, tout simplement S, qui est bien la distance de M à AB, plus la distance de M à AC, plus la distance de M à BC, qui sera la somme de H1, H2 et H3. Donc ça, c'est tout simplement comprendre le sujet et puis écrire cette définition en renommant et en matérialisant ces distances, en les dessinant sur notre triangle. Maintenant, comment faire pour justement calculer S et essayer de trouver cette formule qui paraît très simple, A racine de 3 sur 2. Normalement, quand on parle de hauteur, une chose qui doit vous venir assez rapidement, c'est que la hauteur, ça sert évidemment à calculer les aires de certains triangles. H1, c'est la hauteur, ou MM1 si vous voulez, c'est la hauteur du triangle AMB. Donc on peut tracer chacun de ces triangles et essayer de réfléchir sur les aires. Est-ce qu'on peut exprimer facilement ces aires, faire apparaître H1, remplacer H1 par quelque chose qui dépendrait de cette aire, etc., etc. C'est une première piste. On aurait pu aussi éventuellement utiliser de la trigonométrie avec des cosinus, faire apparaître certains angles, mais je pense que les aires des triangles respectifs, c'est ce qui paraît le plus naturel. On fait apparaître ces triangles. Donc là, on a fait apparaître ces triangles, on peut appeler les triangles en pointillés. Il y a le triangle AMB, le triangle BMC et le triangle AMC. Et on peut remarquer que ces 3 triangles, si je fais la somme des aires, et bien évidemment, j'ai la somme du triangle équilatéral. J'ai bien l'égalité qui est écrite ici, donc qui peut s'exprimer ainsi, la somme des aires des 3 triangles en pointillés est égale à l'aire du triangle équilatéral. L'aire du triangle équilatéral, alors ça c'est facile, c'est a carré racine de 3 sur 4. Idéalement, on le connaît par cœur. Sinon, on fait apparaître des hauteurs, on fait un ou deux théorèmes de Pythagore, et rapidement, on a prouvé que du coup, l'aire de ABC, c'est bien a carré racine de 3 sur 4. Et de l'autre côté, les hauteurs H1, H2, H3 servent très facilement à exprimer les aires des triangles. Et on a hauteur fois base divisé par 2, donc H1 fois A sur 2, plus H2 fois A sur 2, plus H3 fois A sur 2, qui vaut bien A carré racine de 3 sur 4. Ici, ce qui va être magique, c'est que on a donc cette égalité, et on se rend compte que nous, on cherchait à faire apparaître S. Et S, c'était H1 plus H2 plus H3. Et on se rend compte qu'il suffit de prendre la première égalité, de mettre les divisés par 2 de l'autre côté, c'est-à-dire de tout multiplier par 2, et puis de diviser par A. Et on a immédiatement S qui est égal à H1 plus H2 plus H3, qui va être égal à A racine de 3 divisé par 2. Et on a terminé la question 1A. Ces dessins, évidemment, peuvent apparaître sur votre copie avec les différents pointillés. Et une fois qu'on a réussi cette question, il y a une deuxième question qui est vraiment immédiate, qui était en déduire que la somme des distances du point M aux 3 côtés du triangle est indépendante de M. On a calculé la somme des distances de M aux 3 côtés du triangle, et c'est une somme qui est égale à 1 réel, racine de 3 sur 2, que multiplie A, qui est le côté du triangle. Donc ça dépend uniquement de la longueur de chacun des 3 côtés, qui est la même puisque le triangle est équilatéral.
et en aucune façon de la place du point M qui peut être situé n'importe où à l'intérieur du triangle. Ça termine la première question, le premier sous-exercice de cet exercice 2 qui était vraiment indépendant. On passe maintenant au deuxième sous-exercice, la question 2. Le plan est muni d'un repère orthonormé, très bien, et on nous donne 3 points. I de coordonnées -1, 1, J de coordonnées 3, -1, et K de coordonnées 1, 4. Ici, ça va être un exercice plutôt calculatoire, sans trop de difficultés théoriques, mais une seule erreur de calcul sera un peu fatale sur ce sous-exercice. Première question, question 2a, déterminer une équation cartésienne de chacune des hauteurs issues du triangle IJK. Ici, pour réussir à trouver ces hauteurs, on va commencer par tracer évidemment le triangle IJK, mais finalement je peux tracer n'importe quel triangle IJK sans forcément respecter les points du triangle. Et nous, on doit trouver une certaine équation, y est égal à un coefficient directeur fois x plus une certaine constante. Comment faire pour trouver ce coefficient directeur? Ce coefficient directeur, si on commence par la droite, la hauteur au côté IJ, eh ben on peut essayer de calculer déjà le coefficient directeur de IJ. IJ, son coefficient directeur, eh ben ça va être YJ moins YI sur XJ moins XI. Or, les points, on avait I, c'était -1, 1, J, c'est 3, -1, et K, c'est 1, 4. On remplace, donc YJ, ça va être -1, -1, -1, ce qui va faire -2. Et ensuite, XJ, c'est 3. Et ici, c'est 3 moins -1, c'est-à-dire 3 plus 1. On trouve -2 sur 4. On trouve donc -1 demi. Et comme on a -1 demi et que la hauteur est évidemment perpendiculaire, deux coefficients directeurs représentent des droites perpendiculaires si et seulement si leur produit est égal à -1. Donc on trouve ici A est égal à 2, puisque 2 fois -1 demi est bien égal à -1. On a donc, pour la hauteur par rapport à IJ, Y est égal à 2x plus B. Et évidemment, cette droite va passer par K de coordonnées 1, 4. Donc on a, 4 est égal à 2 fois 1 plus B. Et on trouve du coup B qui est égal à 4 moins 2. B est égal à 2. Pour la hauteur du côté IJ passant par K, on a donc Y est égal à 2x plus 2. Ce qui sera donc l'équation de la hauteur à IJ. De la même manière, avec la même méthode, on trouve d'abord le coefficient directeur du côté, puis celui qui va être perpendiculaire, puis ensuite on trouve le petit b. On trouvera de la même manière pour la hauteur au côté IK, Y égale -2 tiers x plus 1, ça c'est uniquement du calcul, et puis la dernière hauteur, KJ, Y
est égal à 2/5 de x plus 7/5. Voilà ce qui termine la question 2a. On a donc déterminé une équation cartésienne pour chacune des hauteurs du triangle IJK. Et enfin, on doit trouver les coordonnées de l'orthocentre pour ce triangle IJK. Ici, tout simplement, on résout un système. On doit trouver x et y tel que ça vérifie à la fois la première équation, la deuxième et la troisième. Je ne détaille pas les calculs de ce système, mais ce qu'on trouve à la fin, pour cette question 2b, c'est que les coordonnées de l'orthocentre, qu'on peut appeler le point A, ces coordonnées vont être -3 huitièmes 5 quarts, qui se trouve donc en résolvant le système avec les trois équations qu'on vient de trouver. On arrive maintenant au dernier sous-exercice, donc un deuxième qui était assez facile. Il faut simplement ne pas se tromper dans les calculs et notamment les signes moins, bien s'occuper des signes. Le troisième sous-exercice, le dernier de cet exercice 2, la question 3, était peut-être la question la plus dure du sujet pour la résoudre vraiment rapidement. Si on rate certaines des informations, on peut même mettre assez longtemps. On est toujours dans un repère orthonormé OIJ et on veut déterminer l'ensemble des centres des cercles qui passent par le point 1, 0 et qui possèdent deux tangentes perpendiculaires qui se coupent en haut. Donc ici, il faut tout de suite prendre son crayon et essayer de dessiner des cercles qui vérifieraient tout ça. Et en faisant ces dessins, la première chose qu'on comprend, c'est qu'un tel cercle ne peut pas avoir son centre, qui doit être sur l'axe des abscisses, ne peut pas avoir un centre qui aurait une abscisse négative. Parce que dans ce cas-là, aucune tangente passerait par le point O. Et par symétrie du problème, si on veut que les tangentes se coupent en haut, on va donc ici changer de PDF. Et voici le dessin en cherchant qu'on finit par tracer sur sa feuille. Évidemment, il n'y a pas forcément le quadrillage, hein, c'est un peu plus brouillon, mais voici le dessin qu'on imagine. Et donc ces deux tangentes vont être perpendiculaires, ça c'est l'énoncé qui le dit, mais par symétrie du problème, on comprend bien que finalement ces deux tangentes vont être les droites y égale x, l'équation y égale x et y égale moins x. Et la grande question, c'est de trouver les coordonnées du centre C1. Et ça, c'est un premier dessin auquel on pense avec un centre qui va être à droite du point 1, 0. Et on imagine qu'il y aura probablement un autre cercle beaucoup plus petit dont le centre se situera à gauche du point 1, 0. Avec donc une abscisse entre 0 et 1, alors que dans ce premier cas, l'abscisse du centre du cercle va être strictement plus grande que 1. Et une fois qu'on a cette figure, je viens de dire donc que, on voit ici apparaître un angle droit, les deux tangentes sont perpendiculaires, mais par définition de la tangente, si on note M, ce point tangent, on a donc un autre angle droit, qui va être l'angle OMC1, qu'on voit apparaître ici. À partir de là,
on comprend qu'on a suffisamment d'angles droits, en gros, dans le dessin, pour pouvoir appliquer le théorème de Pythagore pour trouver les coordonnées du centre C1. Et donc on doit résoudre pour trouver les coordonnées du centre C1. C'est donc dans le triangle OMC1 qu'on va appliquer le théorème de Pythagore. Ici, évidemment, c'est le rayon du cercle. Ici, c'est le rayon également. Et la distance qui est ici, on sait qu'ici, on a également le rayon de notre cercle, et ici, une distance 1. Donc la distance ici, c'est donc 1 plus R. Et on a donc R au carré plus R au carré, qui va être égal à 1 plus R au carré. On résout cette équation, on cherche évidemment un rayon positif, on a une unique racine positive qu'on va pouvoir trouver, et qui est égale à 1 plus racine de 2. On a donc comme coordonnée pour C1 le point, on ajoute 1, ça nous donne donc 2 plus racine de 2 et 0. Ça, c'est les coordonnées du point C1. Voici maintenant le dessin qu'on peut trouver avec un plus petit cercle, celui qui va aussi toucher le point 1, 0, mais avec un centre qui est situé à gauche. Ici, l'échelle est plus grande, hein, c'est un cercle qui est tout petit. On a le point 1, 0 qui est ici. Et on a de nouveau le point M, et on va de nouveau utiliser Pythagore pour ce cercle. Et dans ce cas numéro 2, après calcul, on peut montrer que l'unique racine positive pour le rayon du cercle, c'est racine de 2 moins 1. Or, on avait ici l'origine, notre centre C2, et ici le point 1. Les coordonnées du centre C2, c'est donc 1 moins le rayon. 1 moins, entre parenthèses, racine de 2 moins 1, ce qui donne bien 2 moins racine de 2, 0, ce qui va être notre deuxième solution pour le point C2. Ce qui termine l'exercice 2, donc la troisième question, le troisième sous-exercice, qui ne demande pas, comme je l'avais dit, de connaissances très pointues, puisque finalement c'est uniquement Pythagore, des notions sur les tangentes des cercles, et puis tout simplement faire plusieurs petits dessins pour essayer de se convaincre qu'il n'y aura pas d'autres cercles avec une abscisse pour le centre strictement plus grande que 1, il y en aura une seule, et de même une seule à gauche, et avec une abscisse négative, aucune tangente ne peut passer par l'origine du repère. Et ça termine cet exercice de géométrie, qui était l'exercice 2 du sujet 2004, tombé en novembre 2023. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous allez pouvoir également vous entraîner sur les autres exercices de ce sujet peut-être un peu plus classique. Et je vous souhaite bon courage pour le concours d'inspecteur des finances publiques.